Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Soul Borgnole, l'émission qui vous fait plonger dans les métiers du cinéma et du audiovisuel. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette deuxième édition, cette deuxième soirée de live. Je vous rappelle que cette émission est entièrement conçue et réalisée par les étudiants de ESECU, une super école de cinéma. Ce soir, nous sommes en direct sur quatre endroits en même temps. Nous sommes en direct sur Twitch, Twitter, Facebook et YouTube. Vous pouvez évidemment nous suivre sur ces différents réseaux, n'hésitez pas. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, sur TikTok. Voilà, on publie plein de contenus en ce moment sur l'avancée de nos émissions, des directs que je vais présenter juste après. Vous allez voir, c'est très intéressant. Aujourd'hui, on se retrouve comme hier et comme on pourra se retrouver également demain, on se retrouve pour diffuser deux directs qui ont été enregistrés par les étudiants de l'ESEC un peu plus tôt dans la journée. Aujourd'hui, les directs vont donc parler de production écologique, d'éco-production, et également de la création des personnages, donc du maquillage, leurs costumes et leur mise en lumière. Vous allez voir, c'est des sujets très passionnants, très complets et très intéressants. En milieu d'émission, nous aurons également le plaisir de recevoir Juliette et Tom qui ont travaillé sur ces 10 directs et qui vont pouvoir partager leur expérience ce soir et un peu comment ils ont pu se sentir pour cet exercice. Et on pourra pouvoir également les soumettre à un petit jeu, comme vous avez pu le voir hier. Vous allez voir, c'est très intéressant. Mais tout de suite, moins de blabla, plus de concret. On commence directement par le premier direct de la journée. Il s'intitule « L'éco-production, voire des cinémas en verre vers des films éco-conçus » et il a pour but de présenter différentes solutions pour avancer vers un cinéma un peu plus éco-responsable. C'est parti. Les années précédentes, on a fait du bon travail. Mais cette année, il faut qu'on mette la barre un peu plus haut. Regardez, ça devrait vous plaire, j'espère. Enlève-moi ce borgnole. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour, j'espère que tout va bien en cette belle journée. Ici, nous sommes en direct de Lyon, Villeurbanne. Vous le savez, pour cette épopée de 3 jours avec des émissions tournées dans les conditions du direct, réalisées, produites par les étudiants, les étudiantes de l'ESEC, l'ARFIS. Bienvenue, aujourd'hui on va évoquer un sujet central que vous connaissez, qui nous interpelle. On va parler de notre avenir, c'est l'éco-production. Comment continuer à faire notre métier dans le cinéma, dans l'audiovisuel, tout en respectant davantage la planète? Voilà des questions que je vais poser à nos invités. Pour que tout soit clair, sachez que chaque année, dans notre pays, en France, notre secteur émet l'équivalent de 1,7 million de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. C'est trop, et donc on va réduire tout cela. Et puis parce qu'on a envie d'être exemplaire, en fin de direct, avec vous, on fera le bilan carbone de cette émission, de cette production. On verra là aussi quels sont, poste par poste, peut-être les moyens de faire mieux. Et tout de suite, pour en savoir plus, on a plein de questions à lui poser. On va recevoir un éco-manager, il s'appelle Mathieu Thiel. On l'accueille. Bienvenue Mathieu. Salut Mathieu, bienvenue. Bonjour Mathieu, très heureux d'avoir un éco-manager ici sur le plateau. C'est un nouveau métier. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste et comment on devient éco-manager ? Alors, ça consiste à essayer dans des tournages plus vertueux. Voilà. Et comment on le devient en se formant, tout simplement. Tout simplement. Et je pense qu'en ayant un petit bagage de régisseur avant, c'est un gros plus. Alors, ça tombe bien et merci pour la transition parce qu'on va maintenant recevoir un spécialiste, un régisseur repéreur qui est très 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 concerné par la cause écologique, très sensible à la planète. Il s'agit de Gaël Chevalier, qu'on accueille tout de suite. Bienvenue Gaël. Bienvenue.
Gaël, bienvenue. Alors, vous avez beaucoup d'occupations, des sujets qui vous incombent, comme les demandes d'autorisation, la sécurité, les déplacements des équipes, le secteur des transports d'ailleurs, qui est l'un des plus polluants. Combien de voitures, par exemple, de camions vous utilisez pour un tournage standard? C'est assez variable en fonction du type de tournage dont on parle, mais on va dire 7-8 camions et une vingtaine de voitures, je pense, à peu près en moyenne. Donc ça, c'est un tournage basique. Donc ça peut être beaucoup plus important. Oui. C'est conséquent. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour réduire notre impact, Mathieu? Alors, oui, tout Ouf, simple. Il y a plein de choses qui peuvent être faites, mais le plus dur va être de changer les habitudes, évidemment, mais en mutualisant, en réduisant, et je pense en essayant de favoriser aussi les transports plus légers, type le vélo, les transports en commun. Pas facile avec une dolly, mais faisable avec plein de gens. Oui, donc pas facile avec une grue, pas facile avec une caméra. Est-ce que vous pensez, Gaël, forcément, ces solutions extrêmement simples sont réalistes aujourd'hui? Est-ce qu'elles sont applicables? Oui, surtout sur un tournage urbain. Après, je pense que les enjeux majeurs, ils sont sur les déplacements de comédiens, quand ils prennent l'avion, par exemple, ou l'hélicoptère. Donc vous parlez des jets privés, des choses comme ça? Ouais, ça arrive quand même, mais ça pique en CO2. Il y a un autre secteur important, c'est le catering. L'alimentation, les cantines de tournage. Est-ce qu'il faudrait qu'on devienne tous végétariens, par exemple, pour régler le problème, Gaël? En tout cas, ça peut être envisagé comme une des solutions à prendre en compte. Ouais. En tout cas, on sait que la viande, ça coûte cher en carbone, quoi. Mais ça, vous pouvez l'expliquer aux acteurs, aux techniciens? Ça vous est déjà arrivé? Alors, moi, sur les 2 tournages que je viens de faire, j'avais imposé un repas végétarien par semaine. J'ai tendance à croire qu'en fait, si on était un peu plus vertueux au boulot, on pourrait se sentir plus libre dans la vraie vie. Après, je crois que les gens ont besoin de liberté tout le temps, mais en tout cas, faire que du végétarien, ça peut être un bel objectif. Encore faut-il avoir des cantines qui sachent le faire. Oui, alors quelles sont aujourd'hui les solutions que vous pouvez proposer? Concrètement, comment vous pouvez nous aider? Alors, il faut savoir que cantinier, c'est un métier extrêmement difficile. Et ils se lèvent tôt, ils partent faire leurs petites courses chez les gros fournisseurs très tôt. Et du coup, il y a bientôt une pénurie de cantiniers qui va arriver, je pense, qui nous guette. Du coup, il va falloir réfléchir à le métier différemment. Mais en tout cas, je pense qu'il va surtout falloir réfléchir les menus différemment. Et justement, le végétarien, je pense qu'il peut s'inviter assez facilement. Et le local aussi, parce que du végétarien, le quinoa, ça vient de loin, l'avocat, ça vient de loin. Il y a plein de trucs qui viennent de très loin. Donc je pense que le local, sans tomber dans l'ayatollah du végétarisme ou du véganisme, se trouve un peu au milieu de tout ça. Bon, dans ma loge ce matin, pour votre info, j'avais des carottes. Je ne sais pas si c'était local, mais en tout cas, c'était un peu exotique pour débuter la matinée. Je les réserve pour tout à l'heure. J'ai débuté avec des clémentines. Alors, quel lien entre le régisseur et l'éco-manager sur le terrain? Ils sont assez nombreux. En fait, disons qu'il va nous inviter à pratiquer notre métier d'une nouvelle manière. Il va nous parler, pour ceux qui sont moins au courant, je sais pas moi, d'éco-cup, de mise en place de tables régies sans plastique, où il va attirer notre attention sur les aliments qu'on va proposer, essayer de rester sur des trucs pas suremballés, pas sur gras, pas le moins possible industriel, ce genre de choses, quoi. Je pense qu'à la fin du compte, même les techniciens y gagnent, parce que manger du sucre toute la journée, ça rassure parce que notre cerveau est ainsi fait, mais c'est pas excellent pour la santé quand même dans l'ensemble. Mais c'est pas trop de contraintes tout ça pour vous au quotidien? C'est toujours pareil, faut savoir ce qu'on veut, et puis moi je trouve que c'est un pli à prendre. Une fois qu'on a pris le pli et qu'on s'est organisé correctement, c'est une façon d'envisager les choses et un pli à prendre. Une fois qu'il est pris, franchement, c'est faux de dire que c'est de la... Et vous pensez que le secteur, que le métier est prêt? Pas plus que la société. Sauf qu'il va falloir le faire, c'est tout, quoi. Point. Donc après, on peut se débattre, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut se tortiller. À la fin du compte, il y aura de moins en moins de flotte à notre robinet et il faudra en tirer les conclusions, quoi. Donc on n'a pas le choix. À mon sens, non. Allez, un mot positif peut-être. Ensuite, je vous montrerai un témoignage intéressant du côté d'Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, où on a pris conscience depuis un certain nombre d'années qu'il fallait faire des efforts. Quel message vous voudriez passer aux jeunes qui se lancent dans le métier par rapport au respect de la planète?
D'y faire attention, tout simplement, de trouver les équilibres nécessaires à faire avancer les choses, mais de le faire en équilibre, pas de partir, parce qu'il y a des risques de partir dans plein de directions très forts, et je pense que c'est important de conserver des équilibres. Ok. Eh bien, merci infiniment, Gaël Chevalier, d'avoir été avec nous. Vous pouvez l'applaudir. Merci, Gaël. Dans notre région, je vous le disais, en Auvergne-Rhône-Alpes, on fait attention à la planète au niveau des tournages. On va en savoir davantage avec Aurélie Malfroy-Camine, qui est responsable de l'accueil des tournages. Regardez, voici son interview. L'idée aujourd'hui, en tout cas du bureau d'accueil des tournages, c'est d'arriver en conseil, en amont, le plus tôt possible, parce qu'on a parfaitement conscience que plus on sensibilise les équipes tôt, meilleurs seront les résultats sur le terrain. Et une des toutes premières questions, interrogations de la production, ça a été justement de nous interroger sur un éco-manager, sur l'identification d'une personne qui pourra accompagner tout au long de la préparation et tout au long du tournage ces efforts d'éco-responsabilité. Précisément, le mois de mai 2020, le CNC a enclenché ce qu'ils appellent le plan Action, qui a vocation à se dérouler sur 3 phases et à amener l'ensemble des productions cinéma audiovisuel qui bénéficieraient ou qui souhaiteraient bénéficier des aides du CNC à travailler sur leur impact environnemental et donc sur une éco-responsabilité des tournages. Dans quelques années, alors il va falloir quelques années évidemment, mais il ne s'agira plus de contraintes, il s'agira d'une évidence que de travailler à l'optimisation de l'impact sur l'environnement de nos activités en cinéma audiovisuel en tournage. Voilà, on l'a compris, il faudra un petit peu de temps, mais on a tout pour réussir et surtout beaucoup de motivation. On va maintenant s'intéresser à un autre sujet important qui est à l'origine de beaucoup de pollution, c'est le stockage des données dans le milieu du streaming notamment et de la SVOD. Et pour en savoir plus, je vous propose d'accueillir Maxime Bonzi, président de Sofa VOD. Bienvenue. Bienvenue Maxime, alors c'est un autre sujet, on a parlé des déplacements, on a parlé de la cantine de tournage, le catering, maintenant le stockage des données, j'ai l'impression que ça prend de plus en plus d'ampleur parce que ça représente 34% des flux mondiaux liés à Internet, le streaming, et ce n'est que le début. Alors comment une plateforme peut essayer de se réinventer, une plateforme comme la vôtre, pour réduire son impact ? Les premiers aspects qu'on peut mettre en place, nous, à notre échelle, en tout cas de plateforme, c'est surtout réduire la taille que les données prennent sur les serveurs, donc les disques durs. Donc ça passe essentiellement par l'encodage. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'encodages de nouvelle génération en fait, qui arrivent. Alors il y avait l'H265, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y a la V1 qui est en train de se mettre en place, notamment Netflix a commencé à mettre en place la V1 et YouTube aussi. Et aujourd'hui, c'est des choses vers lesquelles on peut tendre pour réduire drastiquement, ne serait-ce que la taille que prend les fichiers sur les serveurs, et du coup réduire aussi la quantité de données qui est envoyée à l'utilisateur. Mathieu, des solutions de votre côté? J'imagine que vous partagez, on les a là les solutions. Ouais, alors après, moi, des fois, je suis dubitatif sur les formats de tournage qui sont choisis. Et j'ai tendance à croire que tourner une daube en 8K ou en 2K, le résultat est à peu près le même, sauf en stockage. Et il serait peut-être temps que des films arrêtent de tourner dans des formats beaucoup trop lourds, alors qu'en réalité, il n'y a pas d'impact artistique à ce point-là remarquable. Maxime, de votre côté, est-ce que vous savez quelle est la façon de stocker vos productions, vos films, vos documentaires aujourd'hui? Est-ce que c'est très énergivore? Est-ce que vous avez des informations? Alors aujourd'hui, notre prestataire c'est AWS, donc Amazon Web Services. Ils ont la volonté de passer à 100% d'énergie renouvelable d'ici 2025, si je ne dis pas de bêtises. Ils avaient un plan sur 2030, ils sont arrivés 5 ans en avance. Alors je ne vais pas faire l'apologie d'Amazon non plus, mais disons que là-dessus, il y a un effort qui est fait. Après, la question de la chaleur qui est dégagée par les serveurs, on n'a pas forcément d'informations dessus, on ne sait pas qu'est-ce qui est fait après, derrière. Déjà, faire l'effort que l'énergie soit renouvelable pour faire tourner les machines est déjà un premier pas, mais on peut sûrement aller bien plus loin. Alors, question pratique, écologiquement, est-ce qu'il vaut mieux regarder un film en streaming ou acheter un DVD?
Ah, bonne Alors, question. c'est une excellente question auquel j'ai pas forcément une réponse arrêtée. Alors pour moi, le problème du support, c'est que souvent les boîtes sont en plastique, les disques sont dans un matériau qui n'est pas forcément recyclable. Enfin, il y a toute la question du support physique qui est peut-être qui trait au recyclage, qui n'est pas forcément aujourd'hui répondu ou du moins traité, parce que le support physique n'est pas non plus censé être jeté. À la base, c'est censé être quelque chose qu'on achète, qu'on garde chez soi, ou alors qu'on reprête, enfin, c'est censé tourner et pas forcément être jeté. Après, dans les faits, il y a quand même beaucoup de déchets qui sont issus de ça. Ça reste du plastique. L'avis de l'éco-manager? Je sais qu'il y a un geste qui est assez simple à faire, et c'est aussi ça mon métier, c'est plein de petits gestes, c'est de télécharger le film sur le site de streaming avant de le regarder. Vraisemblablement, c'est beaucoup moins lourd en énergie qu'en le regardant en flux direct. Peut-être tu me infirmeras ça, mais on m'a dit que c'était On fera mieux. les calculs. Je suis pas sûr de ça, si je peux informer Ouais, une c'est une réponse. bataille Parce qu'en d'experts, hein. en soi, C'est ce qu'on m'a télécharger le film ou le regarder en direct, de mon point de vue, c'est la même chose. D'accord. Bon, il Bon, faudra bah, qu'on appelle un faut pas expert m'écouter. tout à l'heure. On aura en ligne peut-être un expert en la matière. Il faut des indicateurs, c'est sûr, mais vous voyez que le sujet est assez complexe et on n'a pas de réponse toute faite. Pourtant, il existe des outils importants pour nous aider à y voir plus clair. C'est par exemple ce qu'on appelle le bilan carbone. D'ailleurs, à la fin de notre direct, je l'annonçais en intro, on va faire le bilan, on va voir ce qu'on a pu émettre comme CO2 dans l'atmosphère. Et pour en savoir plus, eh bien, on va recevoir maintenant Laura Louret de l'éveilleur Scope qui va tout nous dire sur la façon dont les choses sont calculées. Laura Louret, bienvenue. Bonjour. Bienvenue Laura Lou, merci beaucoup d'être avec nous. Vous faites partie de la société coopérative, c'est important, hein, coopérative, c'est un esprit de partage. L'éveilleur Scope qui forme entre autres à l'importance de la transition écologique dans le milieu du cinéma. Concrètement, qu'est-ce que vous faites ? Concrètement, on est une structure coopérative, comme le nom le dit exactement, et on accompagne par la formation, puisqu'on est organisme de formation, la sensibilisation et l'accompagnement des structures du secteur culturel et artistique, et puis d'autres types d'organisations, comme les associations, entreprises et collectivités, dans leur démarche. Donc c'est vraiment les aider à se mettre en mouvement, à se mobiliser par différentes méthodes, outils, ateliers. Alors, à propos d'outils, est-ce que vous pouvez nous éclairer un bilan carbone, en quoi ça consiste ? En quelques mots. Alors, un bilan carbone, c'est tout simplement la mesure des émissions de CO2 émises par les activités humaines, et donc l'activité d'une structure, d'une production, voilà. Donc ça veut dire qu'il faut tout mesurer. Oui, il y a beaucoup de points à mesurer. Le papier, les transports, les coups de téléphone, etc. Oui. Très bien. Alors, est-ce que parmi vous, Mathieu et Maxime, vous avez déjà utilisé et fait appel à un bilan carbone ? Alors moi du coup il se trouve que oui, j'ai fait 2 bilans carbone pour les 2 projets sur lesquels je travaille en tant qu'éco-manager. Les outils que j'avais étaient des outils bêta qui viennent d'être validés là par le CNC. Moi j'utilise le Carbone Clap d'EcoProd. Et oui, il y a plein de choses qui sont intéressantes de relever et ce bilan carbone le permet. Maxime ? Oui, nous on a fait notre bilan carbone récemment. Alors après, c'est pareil, hein, c'est une estimation, donc c'est difficile d'être, on va dire, 100% fiable. Moi, je suis un peu dubitatif sur la manière dont c'est calculé, mais oui, c'est des outils que j'utilisais. Alors moi, l'outil que j'utilisais, c'est un outil en ligne qui s'appelle Carbone, tout simplement. Voilà, qui en fait, nous, c'est pas spécifique au cinéma, c'est vraiment les entreprises d'une manière générale, parce que nous, en fait, certes, on diffuse des films, mais notre activité n'est pas la réalisation de films et la production de films en elle-même, et traite plus en fait du service internet que de la réelle production de films. Avec du coup les outils aujourd'hui qui sont mis à disposition pour calculer le bilan carbone d'une production ne sont pas adaptés à notre activité. On va voir un peu dans le détail à quoi ressemble cet outil. Tout est calculé, hein, secteur par secteur, donc le transport bien sûr, mais aussi la nourriture par exemple, et puis il y a les décors, la post-production, l'énergie, tous les secteurs importants, mais aussi bien sûr il y a les déplacements, l'hébergement par exemple, qui est quelque chose de fondamental, y compris les jets privés. Hein. Là, on ne va pas enfoncer le clou, mais c'est un vrai souci. Alors, est-ce que vous avez une idée, tous les deux, tous les trois, vous qui êtes des spécialistes, de ce que l'énergie
d'une manière générale, représente dans l'impact écologique d'un tournage? Je préfère pas dire de bêtises comme Il y a, c'est colossal. Hein. il y a des données qui ont été transmises par Sequoia, qui est un bureau d'accompagnement. Pour eux, selon leurs études, un tournage dans long métrage émet environ 50 tonnes de CO2. Ça équivaut à 375 allers-retours Paris-New York. Si on veut une échelle un petit peu plus accessible pour nous, ça serait 230 000 km en voiture thermique. Donc ça correspond presque à la durée de vie moyenne d'un moteur de voiture. Bon, moi, je propose qu'on éteigne tout de suite les Ouais, sur lumières, on l'énergie, coupe tout, oui. parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Enfin, c'est pas possible. Vous aviez idée de ces chiffres? Non, moi je peux à peu près avoir une visu sur quel est le pourcentage de quel poste consomme est le plus un bilan le plus lourd en fait Ouais. dans un tournage. Mais après, la consommation énergétique globale d'un tournage, je ne sais pas. Moi, Pas l'info, quoi. j'ai un film là dont j'ai fait le bilan carbone définitif là, et il est à 95 tonnes de CO2. Voilà. Et c'était un petit film. Alors, il y a un autre poste auquel on pense moins. On a évoqué un petit peu les décors tout à l'heure dans cet outil, mais il y a l'habillage, le maquillage, la coiffure, c'est ce qu'on appelle HMC. Mathieu, au niveau de cette consommation de ce poste, est-ce que vous avez quelques détails peut-être de ce que ça représente dans un bilan? Alors, c'est pas énorme parce que c'est aussi des parents pauvres, on va pas se mentir. Beaucoup plus que, en gros, dans le cinéma français, on donne beaucoup d'argent pour les moyens techniques, beaucoup moins pour les moyens artistiques, curieusement. Faut savoir que le maquillage et la coiffure, il y a de plus en plus de marques qui sont considérées comme vertueuses, qui sont apparues avec des succès plutôt probants, parce que c'est quand même en contact avec la peau de nos talents, comme on dit. Sur les costumes, en revanche, il y en a encore beaucoup qui sont contraints de passer par les marques dites de fast fashion, parce que le budget ne permet pas de faire différemment. Donc il y a la mutualisation, évidemment, les locations de costumes qui sont la base de bien des films, mais il y a beaucoup d'efforts à faire sur ça. Après, clairement, je pense que ça reste assez petit le rapport par rapport à la quantité d'énergie de plein d'autres Votre secteurs. avis sur ce secteur HMC? Oui, non, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. Il y a d'autres secteurs qui sont bien plus émetteurs. Alors, en effet, il faut agir sur tous les piliers, tous les axes possibles. Mais voilà, il y a des choses qui sont faites avec des marques éthiques, possiblement, mais... Bon, globalement, quel est votre avis sur ce type de calculateur? Pour vous, ça peut réorienter un petit peu la production, d'avoir tous ces chiffres et de voir quels sont les secteurs qui polluent le plus? Pour moi, c'est intéressant d'avoir effectivement ce genre de vision en fait sur quel secteur pollue le plus sur un tournage, ne serait-ce que pour savoir où concentrer les efforts en priorité pour réduire en fait l'impact carbone d'un tournage. C'est-à-dire qu'en fait, sur quelque chose qui va représenter 2% ou 1% du tournage, c'est peut-être pas la peine de faire beaucoup d'efforts là-dessus. Mais par contre, par exemple, le déplacement ou l'hébergement, c'est quelque chose qui représente une part assez volumineuse d'un tournage. Et c'est là-dessus qu'il faut concentrer les efforts et trouver des alternatives. Et elles existent. Voilà, donc se concentrer sur les gros postes émetteurs de CO2, mais faire des efforts un petit peu partout, et notamment au niveau des décors. Vous allez le voir, on n'y pense pas assez, mais la déco influe beaucoup sur le coût écologique d'un film. Pour en parler, eh bien avec notre équipe, nous avons rencontré Juliette Le Guen, qui est chef et décoratrice. On l'écoute. Tous les objets que j'utilise, c'est de la récup. Dans des ressourceries, à droite, à gauche, je fais des mélanges de tout ça. J'essaie de récupérer la peinture aussi. J'ai des stocks avec un peu tout ce qu'il faut. Il y avait un décor de dortoir, donc on avait acheté beaucoup de lits et de matelas. Ça, on a essayé de tout donner à un squat. Parce que souvent, plus le tournage est gros, plus il y a d'endroits différents, de décors différents. Du coup, il y a beaucoup de déplacements et c'est ça aussi qui n'est pas du tout écologique. Et du coup, de limiter l'espace géographique, ça aide à faire un truc un peu écologique.
Parfois, c'est plus écologique de faire tout dans un studio, parce que du coup, il n'y a pas de déplacement. Globalement, ça coûte moins cher. Eh oui, ça coûte moins cher en studio, mais vous le voyez, rien ne se perd, tout se transforme. C'est Lavoisier qui disait ça, mais là encore, c'est vérifié. Si vous nous suivez depuis le début de cette émission, je vous l'ai annoncé, on s'est engagé à faire le bilan carbone de ce direct, donc c'est un moment important. On va découvrir l'ampleur des dégâts, si j'ose dire. Donc attention, voici notre émission, nos émissions, 2,6 tonnes d'émissions de CO2. Une réaction tout de suite des spécialistes, Laura Lou. Alors, moi, j'ai pu un petit peu étudier déjà les données, donc peut-être qu'il faut attendre de voir les pôles les plus impactants, mais c'est déjà un bon, on va dire un bon chiffre, puisqu'il y a eu des efforts qui ont été faits. Belle performance. Mathieu, votre réaction, Maxime? En fait, dès qu'on parle de tonnes, tout paraît énorme. Mais j'ai l'impression que ce qui serait intéressant, c'est de mettre un comparatif avec des choses concrètes. Donc je sais que l'ADEME a créé des outils qui permettent de comparer, par exemple, avec l'eau du robinet, son émission carbone, et tout devient intéressant de mettre en perspective avec ça. Donc l'ADEME, c'est l'agence de la maîtrise de l'énergie et de la protection aussi de notre milieu. Agence qu'on peut consulter pour avoir des conseils, bien sûr. Une réaction de votre côté, Maxime? Moi, je trouve que pour une émission seule, ça me paraît beaucoup. Alors après, c'est à titre personnel et en rapport à ce que je fais avec Sofa VOD, mais oui, ça me paraît vraiment beaucoup. On va aller maintenant dans le détail et on va découvrir quels ont été, secteur par secteur, les postes les plus influents. Alors regardez, on a des petits graphiques ici, on est un petit peu comme à l'école. On voit qu'il y a 1,62 tonnes de CO2 rien que pour la partie tournage. Donc ça, c'est assez conséquent. Ensuite, si on rentre dans le détail, on va découvrir d'autres graphiques. Et ici, 1,33, c'est la location de matériel. Voilà pour les dégâts. Mais il y a des solutions et on a fait beaucoup d'efforts. Et là, c'est un tout petit chiffre que vous voyez ici, 0,01. Il s'agit de nos déchets. Et là, c'est quand même une super performance. Qu'en pensez-vous? Réaction, Laura Lou. Pour le point de la location de matériel, alors, en effet, là, la question se pose de comparer. Déjà, c'est un super effort d'avoir fait que de la location et pas d'avoir acheté du neuf, parce que là, il y a une vraie marge de progrès. Enfin, ça fait vraiment une vraie différence. Et donc, voilà, je félicite l'émission pour ça. Mais la question se pose du transport, de la location du matériel. Alors, transport, c'est ici, 0,23. Voilà, il y a une petite case de transport, mais est-ce que le transport du matériel loué a été découpé dans les deux parties? Ça, c'est une vraie question qu'on peut se poser, puisque ici, dans la partie location de matériel, alors qu'est-ce qu'on compte finalement? On compte le matériel et son âge, parce que ça, c'est une vraie question qu'on peut se poser. Quel est l'âge du matériel qui a été loué et son ancienneté? On sait que pour un smartphone, par exemple, il faut 5 ans d'utilisation pour rentabiliser son coût de production. Donc ça peut être pareil pour le matériel de technique. Et puis il y a la question de l'usage. Est-ce qu'il y a eu des doublons dans le matériel? Est-ce qu'on a réussi à optimiser le matériel pour avoir un usage et plusieurs fonctions? Voilà, c'est toujours la question d'optimisation. Bon, si je comprends bien, pour faire ce bilan carbone, c'est un vrai job dans les productions. Il y a un nouveau métier qui est en train d'émerger. Hein, vous avez des spécialistes. Alors, oui, mais le risque, c'est que, selon moi, il y a beaucoup de gens qui veuillent passer pour des bons élèves et qui fassent du coup des bilans carbone complètement minorés et qui mettent sous le tapis plein d'informations. Et j'ai envie de dire aux gens qui vont en faire qu'il va falloir qu'ils prennent le temps de bien le faire plutôt que de précipitamment faire un truc qui va être totalement tronqué et faux. Ça va être une catastrophe sinon pour l'avenir, les seuils imposés par le CNC. Donc pas de greenwashing, si j'ai bien compris. Hein. Vous pas. partagez? Alors, on a essayé d'affiner encore cette étude. Donc, il y a eu ce premier bilan carbone qui a été fait par un premier prestataire. Et puis, un deuxième, Seco2, développé par Sequoia. Et regardez, sur cet outil, eh bien, on a un chiffre qui est assez proche, hein, mais qui demande quand même toutes les félicitations et les encouragements de notre public ici, parce que nous avons 2 tonnes de CO2 au lieu de 2,6 tonnes pour l'autre étude. Donc, applaudissements pour la production. Et Thomas Pelou, ici, qui a influé pour que les émissions de CO2 soient en baisse. Donc voilà, 2 outils, il existe pas mal d'outils. On peut peut-être avoir quelques conseils de la part des spécialistes. Ce sont des outils qui ont été homologués, hein, on le disait tout à l'heure, par le CNC. C'est tout récent, c'est il y a quelques jours? Oui, alors ça c'est tout récent pour l'homologation des outils. Après, le CNC a lancé en juin 2021 son plan d'action qui est
une politique publique en faveur de la transition écologique et énergétique du secteur audiovisuel. Et donc, ils ont eu plusieurs points d'action. En 2022, ils ont lancé la formation initiale de l'écoproduction pour les élèves de première année et deuxième année d'école de cinéma. Et puis cette année, en effet, ils ont homologué l'outil de EcoProd qui s'appelle Carbon Clap et l'outil de Sequoia qui est Seco2. Voilà, donc bonne nouvelle, il y a des outils. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. On en sait plus. Je vais vous demander en une phrase une petite conclusion. Chacun commence par vous. Maxime. Alors, petite Sur le bilan conclusion. carbone. Sur la globalité de l'émission. Il nous reste une petite minute, donc allez-y. Une phrase. Ah, et pour moi, pareil, hein, côté Sofa VOD et diffuseur, pour moi, l'essentiel du bilan carbone, finalement, réside dans les films qui sont sur la plateforme, plus que dans l'utilisation qu'on en a, même s'il y a toujours des efforts à faire aussi. En une phrase. Hein. Mais du coup, effectivement, le tournage des films est un point clé dans la réduction des émissions carbone du Allez, secteur. une phrase pour Mathieu. Moi, je dirais aux jeunes étudiants d'arrêter de se précipiter pour faire plein de films et de prendre le temps d'essayer d'en faire un bien. Et ça fera baisser aussi les bilans carbone, tout ça. Et Laura Lou, le dernier mot? Moi, j'aurais 2 mots, c'est avoir le temps de le faire et pour anticiper, c'est la base de l'éco-responsabilité. Eh bien voilà, on va prendre le temps, on va faire les choses bien, on va s'appliquer pour le bonheur des générations futures, pour le bonheur aussi de nos enfants qui déjà profitent de notre environnement. Alors moi je vais donner l'exemple, on se retrouve tout à l'heure pour un autre direct, mais je vais partir avec le vélo de la production, hein. Ce sera plus simple. Alors je sais qu'à Lyon aujourd'hui il y a beaucoup de vent, ça va être un petit peu touchy, ce vélo est un vélo à l'ancienne, pas d'assistance électrique, mais enfin j'ai encore pas mal de muscles. Allez. Merci à tout le monde, merci à la production et à tout à l'heure pour d'autres directs avec tous les étudiants et les étudiantes de les Éclairfils à Villeurbanne et Lyon, merci. Et voilà, donc dans ce direct, vous avez pu voir différentes solutions qui ont été proposées pour rendre une production cinématographique un peu plus éco-responsable. Et bien, juste avant l'interview qui aura lieu juste après, je vous propose de résumer cela en 5 points concrets qui permettent de voir comment rendre une production audiovisuelle un peu plus éco-responsable. C'est parti. Vous trouvez que le cinéma est trop polluant? Ici, à Ézéclion, on a trouvé des solutions pour limiter notre empreinte écologique lors d'un direct télévisé. On vous transmet 5 astuces qu'on a pu trouver. 1. Comptabiliser l'empreinte carbone. Vous connaissez Carbon Clap? Ce site est un super calculateur sur EcoProd qui nous permet de comptabiliser notre empreinte carbone et qui nous permet de voir où c'est qu'il faut faire des efforts. 2. Limiter au maximum les transports. Alors oui, pour ce point, rien de nouveau. Mais quand même, limiter les transports des invités et des décors, ça permet vraiment de réduire l'impact écologique. 3. Réutiliser du matériel à disposition. Encore une fois, rien de nouveau. Mais le matériel réutilisable et réutilisé peut être vraiment un gros bonus écologique et économique. 4. Présence d'un éco-manager. En fait, il s'agit de quelqu'un qui s'assure que tout se passe bien au niveau écologique, mais il peut être aussi force de proposition pour les sujets éco-sensibles. 5. Cohérence de l'ensemble. Alors on est d'accord, tous les efforts du monde, c'est bien sympa, mais si on mange de la viande qui vient de l'autre bout du monde ou qu'on gaspille de l'énergie, c'est pas très cohérent. Donc on essaye de s'améliorer sur ces petits points. Alors oui, ces 5 astuces vont certainement pas révolutionner le milieu, mais certainement améliorer petit à petit. Merci Lotin pour ces conseils, j'espère que maintenant tout le monde est informé sur comment faire un film éco-responsable. Je suis bien accompagnée, vous l'avez pu le voir, je suis avec Juliette et Tom qui ont tous les deux travaillé sur les directs que vous allez voir dans cette émission. On a Juliette qui a travaillé, j'ai commencé avec elle, puisqu'elle a travaillé sur le direct qu'on vient de voir, EcoProd. Donc est-ce que tu peux nous expliquer quel était ton rôle? Oui c'est ça, du coup j'étais première assistante réalisatrice. Pour expliquer un petit peu ce que c'est un petit peu différent parce que ça existe aussi en fiction, c'est-à-dire dans les films qu'on voit au cinéma. L'idée ici, c'est que j'ai été mise sur le projet relativement tôt avec mon producteur et qu'on a monté vraiment toute l'émission ensemble. Donc il y avait un gros travail qui était en amont. Après, on a eu la script et la réal qui est arrivée après.
Et toute cette équipe a créé le direct à la fin. Et après, il y avait la partie plateau, où en fait je gérais le plateau, les silences, il fallait que tout aille vite et bien, puisqu'on avait des horaires à respecter. Voilà, c'est un peu l'idée que j'en dirais. Très bien résumé. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton état d'esprit justement ces directs? J'imagine que c'était assez stressant. Alors c'était relativement stressant effectivement, après on a fait énormément de répétitions forcément, donc voilà, en fait au fur et à mesure des répétitions on a vu comment ça avançait, on a vu les points qui allaient pas et on les a réglés. Voilà, pour dire vraiment, avant le direct on a fait une répétition, enfin on a fait même 2 répétitions, donc ça s'est vraiment enchaîné, et sur le direct en lui-même pendant le tournage ça a été plutôt bien. Voilà, c'est par exemple je me suis réveillée ce matin et j'étais en mode waouh ça va être quelque chose, mais après dès que j'ai été dans le truc, ça a été très bien en fait. Tant mieux, alors si tout s'est bien déroulé, on est tous contents. Donc tu l'as expliqué un peu ce que ça consiste, première assistante, mais quel aspect vraiment de ce poste t'as préféré? En amont, je dirais tout ce qui est la communication. Ça veut dire qu'il faut que je communique avec toutes les équipes et que je dise, voilà, il faut que je sois au courant de tout, en fait. Que la décoration, l'habillage, maquillage, coiffure, les axes caméra, il faut que je sache tout. Même si en soi, je pourrais faire sans, il faut que j'ai un regard sur tout, que je puisse donner mon avis. Et comme ça, ça me permet de vraiment faire partie de l'émission de A à Z et que si on me demande quoi que ce soit, je peux répondre. Et sinon, une grosse partie que j'ai adorée, c'était sur le plateau, en fait. Quand il fallait gérer le plateau, c'était juste un pur bonheur, un plaisir, parce que c'est juste du respect avec toutes les équipes, et on voit que ça avance, on voit que ça évolue, on voit que ça s'approche, et on se dit qu'on est en train de faire quelque chose de super cool. Très bien. Bon, alors ça, c'était pour l'aspect positif, mais j'imagine qu'il y a eu quelques quand même, petites difficultés. Oui, il y en a eu. Il y a eu quelques difficultés, mais pas tant que ça. En fait, on a blindé tout à fond dans l'idée où s'il y avait le moindre problème d'invité ou quoi que ce soit, parce que voilà, il faut savoir qu'on est en période de grève actuellement. Donc la question de est-ce que les trains des invités vont passer s'est posée. Donc on a cherché des solutions à fond et ça s'est fait. Ça a été du stress et ça aurait pu être bien pire en soi parce que ça s'est plutôt bien déroulé, mais les problèmes ont été réglés au plus vite. Il en reste quelques-uns parce que c'est les aléas d'un direct. Ça peut pas être parfait. Voilà, c'est ça. Mais ça va. L'anticipation, du coup, c'est un peu ce qui vous a sauvé. Disons qu'il fallait avoir un plan B surtout. Voilà, il fallait que s'il y ait le moindre problème, on sache que ce problème pouvait arriver et on avait déjà la solution. Très bien. Donc ça, c'était le direct sur l'éco-production. L'écologie, toi, c'est quelque chose qui te tient à cœur, je crois. Oui, exactement. C'est pas par hasard que je suis sur ce direct-là. Quand j'ai su qu'on allait faire un direct sur l'éco-production, je me suis positionnée le plus vite possible parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est très important que d'avoir un regard sur l'écologie et donc l'éco-production dans le milieu du cinéma, parce que c'est juste, c'est un enjeu qu'on peut plus passer à côté. Actuellement, c'est trop tard pour se dire qu'on le fera plus tard, donc c'est maintenant. Et si on peut le faire à notre manière le plus possible, en informant notamment par ce direct, il faut le faire et que tout le monde y soit à fond et en ait conscience. On va passer à un point du coup un petit peu moins fun vu qu'on parle d'écologie. Est-ce que tu as un exemple d'une production éco-irresponsable? J'ai quelques exemples, mais en fait ça paraît un peu logique, mais ça va être par exemple tous les gros blockbusters qui ont juste un budget phénoménal et qui vont s'en ficher totalement de ce qui va se passer à côté. Je pense par exemple à Mourir peut attendre, qui est un James Bond. L'idée, c'est qu'ils ont décidé de faire péter des bâtiments en Norvège juste pour le film, dans une zone protégée, par exemple. Et puis Titanic, 65 millions de litres d'eau quand même pour cette scène où ils sont dans l'eau. Donc voilà, d'accord, ça rend des films un peu cultes, tout ça, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup dans l'idée où on peut plus se permettre de faire ça, quoi. D'accord, surtout James Cameron qui a fait le film Avatar qui parle un petit peu des sujets sur l'écologie. Ouais. On rit un peu, mais bon. Ok. Bon, on va quand même finir sur une note positive. Est-ce que tu as un exemple du coup justement d'une très bonne production éco-responsable? Oui, j'en ai une. Je vous conseille grandement L'Effondrement par Les Parasites, qui est disponible sur YouTube et sur Canal+, gratuitement sur YouTube. Donc allez-y, vraiment, c'est je crois 8 épisodes de genre 20-30 minutes. Ça parle, en fait c'est engagé dans tous les points parce qu'ils ont fait quelque chose d'éco-produit.
Et le sujet, ça parle de l'écologie. En gros, ça raconte ce qui se passerait si le monde s'effondrait à cause de tous les enjeux climatiques et tout ça. Et du coup, c'est juste trop bien filmé. Il y a plein de bonnes idées et ça fait vraiment réfléchir. Et c'est bon de A à Z. Donc vraiment, allez la voir, L'effondrement par les parasites. Merci pour cette recommandation. Allez le voir. Donc Juliette l'a dit. Oui, je l'ai et on fait tout ce qu'elle dit. Merci pour ces réponses. Avec plaisir. Dans quelques instants, vous allez voir le direct sur le personnage de l'écrit à l'écran. Tout à fait. Donc on va passer à Tom. Tom, tu as travaillé sur ce direct, je crois. Exactement. Quel était ton rôle? Moi sur ce direct-là, j'ai été cadreur. Cadreur de télé du coup, qu'il faut pas confondre avec un cadreur de cinéma, de fiction. Ça a été super sympa, donc forcément je m'occupe de cadrer différents invités ou autres, et c'est un travail qui se fait avec le réalisateur, avec la script, avec les autres cadreurs, et la grosse différence, là où c'était une nouvelle expérience, c'était que c'était du live, et si tu te foires en live, on peut pas tu peux pas rattraper, quoi. Tu peux pas dire ok, est-ce qu'on peut la refaire, ou j'étais pas prêt ou quoi. Non, c'est ça, il faut être dedans du début à la fin, et voilà. Mais c'était une très chouette expérience. Justement, si c'était une très chouette expérience, est-ce que tu peux un peu nous raconter ce qui t'a plu Le travail d'équipe avec la régie, j'ai été très surpris de voir que ça se passait comme ça, et que ça se passait plus ou moins bien, mais en tout cas ça m'a bien plu de travailler avec tout ça en direct, et puis et voilà. Après, pouvoir proposer des cadres à son réalisateur, c'est aussi intéressant, parce que ça permet de laisser un peu sa patte, entre guillemets. C'est un peu le côté artistique du cadre, mais sinon non, ouais, c'était sympa de bosser avec les autres. L'échange et le fait de travailler en collaboration qui t'a plu. C'est ça. Donc j'imagine que toi aussi tu as rencontré des difficultés. Alors au cadre, moi les difficultés que j'ai pu rencontrer, c'était pas tant du cadre, parce qu'on a eu pas mal de répétitions, etc. On a pu travailler avec le réalisateur pour voir ce qu'il voulait. C'était plutôt au niveau de l'interphonie, au niveau du son, parce que avec les casques, ça devient vite très bruyant, parce que s'il y a un petit problème, si la script parle en même temps que le réal, mais quand même l'encadreur décide de parler, etc. Enfin, il y a un petit travail d'organisation à faire là-dessus, mais à part ça a roulé, et puis on a réussi à se coordonner pour que tout se passe bien, donc voilà. D'accord, ok. On va passer à des questions un petit peu plus fun, un peu sur toi. Tu dirais, donc on a vu plusieurs personnages, on a vu comment on décrivait un personnage au cinéma. Toi, quel est ton ou tes personnages préférés au cinéma? Alors je vais t'en citer plusieurs. Il y en a un qui est vraiment au-dessus des autres, c'est Travis Bickle, le personnage de Taxi Driver, absolument, que je trouve fantastique, très bien écrit. Quand on sait comment le scénariste s'est inspiré de sa propre vie pour sortir ça, c'est assez cool, et voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Sinon, je vais t'en sortir 2-3 autres. Il y a la crampe dans Pulp Fiction, qui est plein de cuir là, que je trouve absolument dingue et bizarre. Enfin, c'est fou d'avoir pensé à ça. Rourke fils dans Sin City, qui devient tout jaune, qui est très bizarre, assez dégueulasse, un espèce de pédophile notoire, mais voilà, qui est protégé par son père qui est sénateur. Très chouette idée aussi, un personnage très crade, et enfin... J'ai l'impression que c'est un pattern qui revient souvent dans tes personnages préférés. Non, personnages un peu torturés, pas spécialement, mais... les bad boys. Et pour finir, Michel Poicart, de À bout de souffle, Belmondo, voilà, dont je suis très fan, un de mes films préférés, de Godard, de la Nouvelle Vague, tout ça, puis il pète la classe, et puis voilà, quoi. Bon, ça c'était pour les personnages, et maintenant est-ce que tu as des films dont la photographie t'a marqué en tant que cadreur? Oui. Alors, je vais revenir sur Taxi Driver, qui est pour moi mon film préféré, donc forcément j'ai beaucoup de mal à lui trouver des défauts. La photographie, c'est une de ses grandes qualités. C'est un film qui est sorti en 1976, dans le vieux New York. À l'époque, il y avait beaucoup de néons, etc. On suit Travis et ce taxi qui se baladent dans tous les coins un peu pourris de New York, avec plein de néons. Et ça a été très bien fait, et c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Sinon, je reviens aussi sur Sin City, qui est assez spécial, parce qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux au final. C'est très stylisé. C'est ça, c'est assez comique, ça vient de là, de base.
Mais voilà, de mettre ça à l'écran de manière animée avec des vrais acteurs, etc., je trouve ça vraiment trop cool comme concept. Et puis enfin, je dirais récemment Manque de David Fincher, où c'était Eric Messerschmidt qui était à la photographie, il a pris l'Oscar en plus. Et voilà, un film en noir et blanc qui sort en 2020, 2021 il me semble. Et c'était trop fort, quoi. Moi qui suis fan des vieux films, là, voir un réalisateur et un directeur de la photo aussi talentueux nous régaler comme ça, je dis oui. Donc voilà, il a aussi travaillé sur Mindhunter. La série de David Fincher. De Fincher aussi, ce Messerschmitt. Et voilà, Mindhunter, c'est pareil, c'est une claque. Hein. Je trouve ça magnifique. Ça se passe dans les années 70, t'as l'impression que ça a été filmé à ce moment-là, mais avec des caméras 4K. Donc, ouais, non, c'est très très fort et c'est ce qui me plaît. Voilà. D'accord, bah merci pour ces réponses très intéressantes. Merci aussi, Juliette. On va se quitter, malheureusement, mais ne bougez pas parce qu'il y a un petit jeu après qui vient, juste après Digital Break, la pause digitale. Merci à tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Digital Break. On vous résume l'actualité des nouveaux médias en 2 minutes chrono. À l'occasion de la Journée des droits des femmes, le 8 mars, l'AR Studio Paris de l'application Snapchat met à l'honneur 8 femmes historiques et emblématiques dans 8 grandes métropoles de France à travers une expérience de réalité augmentée. 8 mars, 8 femmes. Il suffit de disposer de l'application au fantôme jaune et de scanner un QR code pour que la magie opère. Des statues virtuelles modélisées par une équipe féminine apparaissent sur votre smartphone. Parmi ces femmes, on retrouve Simone Veil, Joséphine Baker, mais aussi Olympe de Gouges, une des pionnières du féminisme. Notre belle ville des Lumières, Lyon, accueille l'écrivaine Simone de Beauvoir aux côtés d'Antoine de Saint-Exupéry, place Bellecour. Une initiative visant à rendre hommage aux femmes, trop peu représentées dans l'espace public, et démocratiser la culture grâce à la réalité augmentée. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, la grosse annonce jeu vidéo. 16 ans après la sortie de son dernier opus, Goku remonte ses points pour un nouvel affrontement avec un trailer haut en couleur et fort en nostalgie. Aucune date annoncée pour l'instant, les fans devront prendre leur mal en patience encore un temps. Chez Google, la guerre de l'IA a commencé. Le géant américain a présenté le 6 février dernier son nouvel outil de chatbot du nom de Bard, une IA conçue pour compléter les outils de recherche de Google. Concurrent direct de ChatGPT, Bard a cependant connu un lancement chaotique. Lors de sa démo, l'IA générative a communiqué une fausse information en attribuant au télescope spatial James Webb la première photo d'une exoplanète. Une erreur qui a coûté cher à Google puisque sa valeur boursière a chuté de 9% en une journée, soit une perte de 100 milliards de dollars. L'occasion de rappeler que les IA ne sont pas parfaites et ne garantissent pas des réponses 100% justes. Car si les IA sont de plus en plus performantes et impressionnantes, elles n'auront jamais la capacité de déduction et de remise en question d'une personne physique. Sur ce, on vous souhaite une bonne fin d'émission en notre compagnie. Bonjour et bienvenue dans Sous le Prompt, votre petit jeu durant l'émission de Sous le Borgnole. Je suis encore en très bonne compagnie puisque je suis avec Juliette et Tom qui ont travaillé sur les directs qui sont actuellement durant notre émission. Alors comme vous le savez, il y a eu un direct du coup sur le personnage, donc la thématique du jeu d'aujourd'hui sera sur le personnage. Donc c'est très simple, on a fait un jeu qui s'appelle donc Sous le Prompt. On a fait en sorte de recréer via des IA des personnages de la pop culture. Et bien sûr, la personne entre vous deux qui trouve le personnage le plus rapidement gagne des points. Okay. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un échauffement pour vous mettre un peu en jambes, voir comment ça fonctionne. Et puis on va voir si vous y arrivez. Normalement, vous allez voir l'échauffement, du coup c'est à 0 points. Donc voilà, on va voir si vous êtes capable de reconnaître ou non. Vous avez vu, on a mis vos petites têtes pour calculer les points. Donc à la fin du jeu, normalement, il y a un gagnant. Yoda. Alors, effectivement, Yoda, vous avez répondu à peu près en même temps. Ça compte 0 points. Ouais. Attention, par contre, les images défilent très très vite. Donc là, pour le moment, c'est Yoda. Vous voyez Tiny Green Goblin with the big ears and lightsaber. Ok. Voilà, donc c'est Yoda. C'est ce qu'on a demandé en tout cas à l'IA et c'est ce qu'elle nous a reproduit. Ok. C'est parti, manche 1.
1 point. Attention, ça va très vite. Première image. Maintenant. Ça arrive. Sonic. Ah, je l'ai entendu de la part de Tom en premier. Ok. Parlez fort. T'as parlé aussi très vite, t'as eu la réponse très vite. Donc 1 point pour Tom, effectivement, Ok. c'est bien Sonic. On Non, reconnaît très bien, très bien. le C'est le petit hérisson bleu avec ses petites chaussures rouges, effectivement. Deuxième image, normalement, c'est parti. Mario. Bon, on va être équitable partout. Oh, Ah oui. on est fair play du côté de Tom, 1 point pour Juliette. Let's Donc go. on a reconnu Mario. Je pense qu'on peut pas le rater là, avec la petite moustache, le chapeau rouge et la tenue de plombier finalement, tout simplement. C'est obligé de préciser qu'il était italien ou... Alors effectivement, je sais pas. Ah, Mickey Mouse. Je crois que c'est Juliette qui l'a dit le plus rapidement, effectivement. C'est C'est qui Mickey. me dit. Alors il est peu reconnaissable. Ouais, c'est rare, quoi. Mais on a demandé une souris avec un pantalon rouge et des gants blancs, et il nous a rajouté un t-shirt. Voilà, il s'est fait plaisir. C'est Dali. Dali s'est fait plaisir, il a rajouté tout ça. Donc 2-1 pour Juliette. Image suivante, attention, ça va vite. Shrek. Oh, Ok, Pardon. bien vu. Oh, Là, je l'aurais pas eu tout de suite. Ah, mais Franchement, non, pas de soucis, t'as été super rapide pour Il est trouver la hideux. réponse. Je suis désolé. Il est hideux. Ah oui, il est infernal par contre. Mais Non, bon, ok, c'est pas vous bon. aviez deux choix, vraiment, c'est soit Shrek, soit Hulk. Ouais, Mais j'aurais bon. dit Hulk, tu vois. Mais bon, avec la tenue marron, pardon, et les marais. Un peu léopard. Un peu léopard, c'est vrai. Manche Oula. 2, Ok. niveau moyen. Les points valent double. Ça vaut 2 points, attention. Image, tout de suite. Est-ce que vous allez trouver... Cendrillon. Non, effectivement, c'est pas Ah, Cendrillon. la meuf dans. Ah putain, Daenerys. La meuf dans. Ouais, les Bonne enfants, là. réponse de la part de Je sais pas Tom, comment elle c'est s'appelle, Daenerys Targaryen, effectivement, on la reconnaît. C'est vrai que la Plus robe Cendrillon. bleue... hein. Ouais, ça fait vachement Cendrillon. Mais après, tu vois le dragon. Et tu Ouais. comprends que... Exactement, La c'est meuf dans les exactement dragons, ça qui fait que vous avez reconnu. Mais alors moi, au début, on disait que c'était la Reine des Neiges. Catwoman. Oh, bien vu de la part de Let's Juliette. go. Catwoman, effectivement, avec Voilà, des oreilles de chat. ses petites oreilles de chat. Ouais, et bah, c'est vrai que fallait regarder les oreilles de chat en premier, effectivement. 4-4, c'est très serré, hein. Vous êtes très égaux au niveau des points. Alors, image suivante, tout de suite. Ah oui, Harry Du Potter. cobu. Harry Potter. Ok, d'accord. Effectivement, Putain, c'est Harry Potter, 6-4. Alors, Il c'est est vrai hideux. que, oui, bah encore une fois, c'est Dali qui se fait plaisir. On lui a demandé de rajouter une cicatrice en forme d'éclair, évidemment, puisque c'est Harry Potter. Il a pas voulu. Mais il Ok. s'est mis à la clope par contre, il y a un peu de fumée. Je pense que c'est quand il a lancé un sort, Ok. ça doit être pour ça. Attention. Bob l'éponge. Bob. Ouais. Ouais, Bob l'éponge, effectivement. Ouais, là c'est mi-journée, voilà, pour les connaisseurs Ok. qui a réalisé ceci. C'est vrai qu'on voit pas très bien le pantalon. Il a décidé de faire que sur les jambes le pantalon, mais effectivement Ah, c'est c'est bien trop Bob bien. l'éponge. Je le trouve plutôt bien réussi, moi, personnellement. Est-ce que... Ouais, voilà. Oh, je me passe. Dernière image, Oh, 3 points qui définit le gagnant. Attention, But en or. Là. but en or, effectivement. Qui va être le grand gagnant de ce jeu? Il est très très compliqué. Lara. C'est pas la meuf de Tomb Raider? Non. Bah, Lara Croft. Ok, je l'aurais pas eu. Lara Croft, exactement, Let's go. félicitations Ok, Tom. beau gosse. Bravo. Grand gagnant de ce Bravo. jeu. Franchement, il je était l'ai compliqué pas à trouver et tu l'as trouvé. Je suis assez étonné. Je l'aurais pas trouvé. Donc, beau gosse. Bah, franchement, bravo à Tom. Et bah, tant mieux de Mais- savoir que j'ai gagné. Mais c'est bien parce que quand même, il y a eu de la compétition entre vous. Ouais, deux. on Jusqu'au bout, était- ça aurait été serré, tu jusqu'au vois. Ouais, on va pas- effectivement. Tu partais un peu défaitiste, mais tu vois, Non, finalement. mais c'était la chance du débutant pour toi, c'est tout. Tout de suite. Bon bah en tout cas merci d'être venu, ça me fait très plaisir. Je sais pas si Mais- vous avez peut-être des dédicaces Mais à merci dire. pour ton accueil, Tom. Ah, merci à Eva aussi. Merci à toute la filière médias digitaux pardon, pour tout ce qu'ils font pour nous, pour le compte, pour la rediff, etc. Spéciale dédicace à Émilie et Benjamin, que j'embrasse fort, qui sont sûrement devant moi là actuellement. Voilà, je vous embrasse fort, j'ai hâte de vous voir. Ok, super. Juliette peut-être. Pareil, grand merci à toute l'équipe parce que ça fait trop plaisir de pouvoir faire ça. En dehors de juste on a fait des directs et maintenant on est un peu en direct à côté, C'est vrai, devant. c'est vrai. Enfin, on est censé On être vous derrière met la en caméra. avant, on essaie de vous mettre en avant. C'est trop fou. Et du coup, je fais une grande dédicace à mes grands-parents, mon père et ma mère qui doivent être en train de me regarder. Gros bisous. Très bien. Et ben écoutez, merci d'être venu. On se retrouve tout de suite du coup pour les directs sur le personnage. C'est parti, Magneto. Alors ne soyez pas surpris, en général, je ferme les yeux, je médite, je me concentre et je rentre dans la peau du personnage parce que je ne suis pas toujours présentateur télé. Alors ça va être le thème de notre émission et je pense que vous allez être passionnés. On va voir comment le décor, le maquillage, l'éclairage, HMC, c'est ainsi qu'on appelle tous ces métiers, peuvent influer, peuvent construire la psychologie d'un personnage.
Ok ? Allez, on y va, suivez-moi, on va aller sur le plateau. Je suis entouré de plusieurs invités, avec un public en délire notamment. Écoutez-le, bonjour à tous. Et voilà, ils sont là, super. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour. Je vous présente les deux Mathilde, bonjour. Un beau titre de film, Mathilde Schneider, vous êtes maquilleuse professionnelle et vous êtes accompagnée de votre modèle Mathilde. Donc qu'est-ce qui va vous arriver aujourd'hui, Mathilde? Dites-nous tout, vous êtes en train de construire l'univers d'un personnage, vous racontez une histoire, expliquez-nous. Alors en fait, il s'agit d'une histoire d'une jeune ballerine qui est atteinte de vitiligo et qui va faire de ses taches de dépigmentation une véritable force en fait. D'accord, mais vous avez été trouver cette histoire dans votre imaginaire, ça sort Oui, d'où? tout à fait. En fait, j'ai été sollicitée et, pour pouvoir faire au départ des cicatrices, mais finalement, on a décidé de faire du vitiligo parce qu'on trouvait ça un peu plus intéressant. Bon, très bien, donc vous avez une demi-heure devant vous. Vous ça. pensez avoir le temps de faire quelque chose de très visible? Là, on va principalement se concentrer sur le teint ainsi que les taches de dépigmentation. On a fait au préalable quelques petites choses pour gagner un petit peu de temps. Donc là, ça sera principalement teint et vitiligo. Allez, top, c'est parti. Les deux Mathilde sont le fil rouge de cette émission. On viendra vous voir régulièrement pour faire le point un peu sur l'avancée des travaux. J'ai hâte de voir le résultat, même si le sujet est un petit peu surprenant quand même, hein, évidemment. On a hâte. Alors, on va maintenant partir tout de suite et rejoindre l'école Perfit Makeup, qui est une école qui forme des maquilleurs et des maquilleuses professionnelles, qui sont destinés évidemment au métier du cinéma et de l'audiovisuel. Ils apprennent, par exemple, à fabriquer de faux crânes. Eh oui, regardez les détails. Les faux crânes, c'est essentiellement posé par exemple pour faire des transitions d'un acteur qui a des cheveux à un acteur chauve. Et on a dû d'abord faire tout un travail de coiffure pour aplatir les cheveux et créer un volume sur l'arrière qui concorde avec le volume du crâne. Tu vois cette vidéo sur TikTok? On a fabriqué ça avec du latex, en faisant des couches, avec notre talc et tout. C'est la première fois qu'on pose une structure comme ça en latex sur quelqu'un. On est plus dans la partie petit et fixe, donc on a appris à poser des prothèses, des moustaches, faire des blessures, des impacts de balles, etc. Il y a deux branches dans cette école, donc l'artistique et le FX, et donc le but, pour la majorité qui sont FX, c'est d'aller dans le cinéma. Je me suis inspirée d'une maquilleuse qui maquille des femmes qui sont chauves par diverses raisons, alopécie ou cancer. Bah, moi je pense que quand on maquille quelqu'un, alors après il y a des transformations physiques qu'on peut faire, par exemple si on se maquille énormément, que ce soit pour créer un personnage, on pourrait se mettre un teint d'une autre couleur, changer ses proportions, changer sa physionomie du visage et tout. Mais moi je pense que l'atout du maquillage c'est plus de mettre en avant ce qu'on aime chez soi plutôt que ce qu'on veut cacher. Bon, ça me donne envie d'essayer les faux crânes. Pourquoi pas, Mathilde, vous pourriez officier sur moi? Ce serait possible, un faux crâne? Oui, ça vous semble envisageable? Bon, alors on verra ça après l'émission. Bon, je dois vous dire que je suis quand même content des quelques cheveux qui me restent, alors je vais les garder. On va recevoir maintenant une autre invitée qui est metteur en scène. Elle a créé sa propre compagnie de spectacle. La compagnie est son personnel de bord. Elle va tout nous dire sur l'influence de l'éclairage, du maquillage, des décors, des costumes. Je vous demande d'accueillir Marie-Laure Rongier. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Bienvenue. Bon Marie-Laure, on vous a déjà posé un faux crâne? Non, non, non. J'ai été maquillée en zombie, en spectre, mais jamais de faux crâne. Ah, d'accord, bon, c'est peut-être une aventure à tenter. À tenter, tout à fait. Est-ce qu'on peut, de votre point de vue, en savoir plus sur les étapes différentes, les processus de création d'un personnage, d'une psychologie, d'un profil? Alors, les différentes étapes du personnage. La première et la plus importante pour moi, c'est celle où on va se retrouver à table avec les comédiens et on va décrypter chaque scène, chaque situation. Établir pour chaque personnage ses circonstances données, ses objectifs, ses enjeux et ses obstacles. Voilà. Et ensuite, encore une fois,
au cours de ces lectures, on va pouvoir discuter avec les comédiens de ce qu'ils ont ressenti du texte ou de ce qu'ils ont pu avoir comme information dans le texte de l'histoire du personnage. Ils sont assez friands de ça. Voilà, donc recréer une sorte d'histoire. Pourquoi à tel moment il réagit comme ça, ce personnage? Pourquoi à tel moment il fait cette action-là? Donc on va faire une sorte de, il y en a qui appellent ça profil psychologique, d'autres le background des personnages, mais essayer de la créer, tout ça c'est un travail assez intellectuel. Ensuite on va passer au travail de plateau. Et là, on va aller sur un travail beaucoup plus organique, avec des expériences imaginées, sur un travail qui va être sur les émotions, sur les sensations, ou un travail qui peut être dirigé sur le corps grâce à différentes méthodes, notamment l'observation des animaux, voilà, où on va aller travailler, observer un animal, voir la façon dont sa colonne vertébrale s'articule. Le biomimétisme. Mais tout à fait, exactement, c'est très énergivore ce genre d'exercice. Et ensuite, on va venir humaniser l'animal. Voilà, et ça donne des personnages clowns, bouffons, c'est bien pour les spectacles burlesques. Alors, on va revenir en détail sur différentes expériences que vous avez menées. Vous avez réalisé notamment une mise en scène de la pièce bien connue de Georges Feydeau, Un fil à la patte, qui a été jouée à la Comédie de l'Odéon, et vous l'avez revisité parce que vous avez fait un saut dans le temps, en fait. Hein. Un siècle est passé, vous l'avez transposé. Comment on arrive à transposer des personnages et quelle nouvelle psychologie on leur donne? Ouh là là. Alors, d'abord, tout d'abord, on essaye de garder en tête de respecter l'auteur. De respecter l'auteur, de ce qu'il a dit de ses personnages, respecter le texte. Ça, il faut toujours le garder en tête parce que sinon on peut vraiment partir loin. Et là, on va recréer tout un univers. On ne parle plus de la même façon maintenant qu'à l'époque. Donc c'est là tout le nerf de la guerre. Ces personnages vont devoir s'exprimer autrement. Pour Feydeau, je suis partie, j'ai fait un parallèle entre les deux époques, 1894, 1980, et j'ai trouvé des similitudes. Sur ces deux périodes, c'est l'émergence des grandes fortunes, c'est des périodes de fêtes, c'est des périodes d'argent. Les comédiens que Feydeau a écrits, enfin en tout cas les personnages, allaient faire la fête dans des lieux qui étaient le Moulin Rouge, qui étaient chez Maxime, qui étaient les Folies Pigalle. Et ben j'ai trouvé un lieu qui est un club mythique des années 80 qui s'appelle le Palace, où, vous connaissez, où j'ai voilà, je suis allée m'inspirer de ces lieux-là pour donner des couleurs aux personnages de Feydeau, recréer leur histoire. J'ai proposé voilà, aux comédiens des histoires sur leurs personnages pour qu'ils arrivent à... Voilà, ils vivent dans les... Voilà, il y a une autre expérience, l'importance d'être constant, une pièce d'Oscar Wilde que vous avez mise en scène, qui se passe dans la haute société londonienne, transposée dans les années 50. Alors, comment vous avez fait pour lire le texte, pour visualiser, pour imaginer peut-être des costumes, des maquillages? Alors, là, c'est un coup de cœur que j'ai eu pour une jeune compagnie qui n'avait pas de budget pour la costumière. Ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé comme ça, mais c'était vraiment très, très intéressant. Et du coup, c'est pour ça que j'ai aussi revisité dans les années 50. Et là, donc, on est allé, on a fait vraiment, ils ont fait un travail autodidacte, ils sont allés chiner dans les friperies, ils sont allés chercher des accessoires, regarder des tutos maquillage pour se maquiller, etc. Ils ont, en développant leur personnage, ils ont créé leur costume en même temps. Et c'est vrai que c'était une expérience assez Donc il y a eu un travail de recherche, de documentation, si je comprends bien. Hein, il y en a toujours, mais là, on l'a fait nous-mêmes. Voilà, donc jusqu'à, pas recoudre, hein, moi je ne sais pas coudre un bouton, mais jusqu'à, en tout cas, voilà, aller vraiment le former de A à Z, ce costume. Marie-Laure, je vous propose de faire une petite pause. Regardez, les deux Mathilde sont à l'œuvre. On va avoir quelques explications sur l'avancée de ce maquillage. Un personnage tourmenté, hein. Rappelez-nous Mathilde. Oui, c'est le personnage de Black Swan, en tout cas ce que le personnage interprète du coup. Et puis là, du coup, on a fait le teint et puis on est en train de passer sur les taches de vitiligo. Est-ce que vous avez eu des difficultés particulières ou est-ce que c'est un modèle exceptionnel où tout va bien? On se connaît depuis un certain moment quand même, donc on arrive vraiment à savoir ce qui va pas. Donc ça va. Mathilde est... Exactement. On travaille beaucoup ensemble. Au niveau de votre matériel, oui. Décrivez-nous un peu
ce que vous avez sans rentrer dans les détails. Hein. Oui, bien sûr. Pour l'instant, je suis venue juste avec mon nécessaire, c'est-à-dire des fards gras, une palette de fards secs pour le contouring, ainsi que du fond de teint et des pinceaux. Eh bien, parfait. Voilà. Une petite réaction de Marie-Laure. Qu'en pensez-vous? Vous avez vu dans le miroir un petit peu? Oui, je vois ça. Vous avez vu ce changement rapide en 10 minutes? Oui, tout à fait. On est déjà plus sur la même psychologie. Allez, on vous laisse continuer. Et puis à tout à l'heure, on découvrira la révélation de cette métamorphose en direct. On va poursuivre notre discussion dans quelques minutes, mais je vous propose de faire une petite pause, un petit déplacement dans le temps et dans l'espace, parce que nos étudiants ont eu la grande chance de s'immiscer dans la loge maquillage d'un film de France Télévisions qui était en plein tournage. Ils ont pu interviewer les acteurs, la maquilleuse, et voici le résultat. Regardez. On essaie de s'adapter et aux comédiens et aux consignes de la réalisatrice ou du réalisateur. Souvent, avant un tournage, on peut avoir des essais, donc on prend contact avec on rencontre le chef opérateur. Et avec lui, il va nous dire s'il a des exigences selon ce qu'il va tourner, s'il va faire beaucoup de lumière chaude, froide. Donc on s'adapte et puis on essaye de coller au personnage et d'embellir quand même le comédien, mais sans trop, faut pas que ça se voit en fait. En fait, c'est quelque chose qu'on oublie finalement. C'est vrai qu'au début, c'est étrange parce qu'on se dit ok, on se maquille pas au quotidien, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, mais c'est quelque chose qu'on apprend à oublier en fait, tout simplement. Ça contribue beaucoup à aider une idée du personnage. On en parle avec la maquilleuse et on établit effectivement une direction. Les comédiens, ils nous font confiance et on intervient quand il faut. Il est obligatoire de ne pas trop parler, d'abord parce que ça déconcentre la maquilleuse, et puis ça nous aide à nous concentrer, d'être silencieux, et ça nous aide beaucoup à nous concentrer, le maquillage et la coiffure, oui. Nous voici donc ici en direct pour la suite de cette émission. Marie-Laure était avec nous il y a quelques instants, metteur en scène. Elle nous a parlé de l'influence de ses recherches pour créer des personnages. C'est très important. On la remercie en tout cas. Merci à elle. Maintenant, je vous propose d'accueillir quelqu'un qui nous vient tout droit d'Aix-en-Provence, qui est une maquilleuse professionnelle. On va lui demander son avis sur ce que nous venons de voir. Je vous demande d'accueillir Dominique Talonne. Bienvenue Dominique. Bonjour. Bienvenue. Dominique, vous qui avez l'habitude, dans le reportage, on dit que les comédiennes ont besoin de silence, qu'on se recueille dans la loge maquillage. Est-ce que c'est toujours le cas? Non, ce n'est pas toujours le cas. En fait, la maquilleuse doit s'adapter à la personne qu'elle a sur son siège. Donc il y a des personnes qui ont besoin d'exprimer, donc de raconter, de se soulager de leur journée, de leur mauvaise nuit ou autre. Et puis il y en a d'autres qui ont besoin de répéter leur texte parce qu'ils sont un petit peu en retard. Ou d'autres qui n'ont pas envie de parler. Donc, à nous de nous adapter, vraiment. Alors, le maquillage, la transformation physique d'une manière générale, ça aide vraiment les comédiens et les comédiennes à se mettre dans la peau du personnage? Oui, tout à fait. Je dis toujours, au moment où ils passent la porte de la loge, ils déposent leur personnalité, leur vie familiale, leurs problèmes. Ils rentrent dans la loge. C'est un sas dans lequel on va pouvoir justement transformer et ils vont pouvoir enfiler le costume par le maquillage de leur personnage. Est-ce que vous avez souvenir d'un maquillage en particulier qui a aidé un comédien à s'imprégner totalement du rôle? Oui, bien sûr. Donc déjà, les films d'époque. Donc forcément, le costume, la coiffure, le maquillage, ça aide beaucoup. On n'est pas du tout dans le temps présent. Et puis, il y a un comédien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Patrick Parou, avec qui j'ai travaillé pendant longtemps sur la série Camping Paradis, qui a eu des tas de rôles différents, et notamment un où on a vraiment bien travaillé, on a bien rigolé, parce qu'en fait, il avait un double rôle, donc son propre rôle de Parisot, et sa cousine. Donc là, il a fallu grimer et vraiment le transformer en femme. Et ça, c'est des bons moments. Là, c'est vraiment des moments où on s'amuse bien. Une métamorphose qui permet de se mettre dans une autre dimension, j'imagine. Tout à fait. Vous restez avec nous, Dominique. On va accueillir maintenant une costumière et couturière. On va voir que c'est important de travailler en équipe. Elle s'appelle Aline Germain. Elle a créé sa propre entreprise, l'art de se costumer. Elle est installée à Givors et elle propose plus de 2000 pièces en location. Je vous demande de l'accueillir. Voici Aline Germain. Bonjour Aline. Prenez place. Bonjour Aline.
Et vous avez juste derrière vous un costume qui vous rappelle des souvenirs. Dites-nous tout. Alors ce costume, il est assez particulier. Alors j'ai peu de voix aujourd'hui. Il est assez particulier dans le sens que ça a été une commande par une société spécialisée dans l'événementiel historique, savoir d'histoire, et qui propose en fait des banquets gastronomiques théâtralisés et costumés. D'où la commande d'un costume. Et le scénario qu'ils ont écrit était par rapport à une vénitienne, une pâtissière. Donc je n'avais pas beaucoup d'éléments, je n'avais que ça et quelques répliques du scénario. À moi, à laisser libre cours mon imaginaire. Donc je me suis créé un personnage avec une histoire, en sachant que je savais l'époque, puisque c'était la Renaissance, que c'était au moment où les Français sont alliés avec la famille Médicis et où les Florentins explosaient dans leur art divers et variés, surtout dans l'art culinaire. Et cette pâtissière, en fait, il faut s'imaginer qu'elle voyage, qu'elle arrive de Venise pour aller en France, pour pouvoir partager son savoir-faire et aussi partager avec les Français, prendre ce qu'il y a de meilleur dans la pâtisserie. Donc, qu'est-ce qui m'a évoqué pour pouvoir créer cette robe? En fait, je suis partie sur la gourmandise. La gourmandise, la pâtisserie, qu'est-ce que cela peut évoquer? Les couleurs, donc des couleurs chaudes, des tartelettes, la framboise, des coulis de fruits rouges, un glaçage. C'est Donc incroyable. je me suis dit, allez, couleurs chaudes, bordeaux, framboise, crème. Et puis je suis tombée, alors ça a été une aubaine, sur ce magnifique tissu qui est complètement florentin, parce que vous avez des rinceaux, c'est-à-dire que vous avez des tiges avec des feuillages et des volutes, qui est typiquement Renaissance. Alors, on va parler maintenant du travail en commun. Est-ce que vous travaillez ensemble? Comment on travaille quand on est maquilleuse, costumière? On s'appelle, il y a de la préparation en amont aussi, j'imagine, beaucoup de recherche. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'après la lecture du scénario, on a déjà chacun dans notre tête une idée un peu des personnages. Souvent, le costume travaille avant nous, avant le maquillage. Et puis ensuite, justement, c'est une collaboration. Il y a aussi les coiffeurs, bien sûr. Et en fonction du style, en fonction de ce qu'on a envie de faire, de faire passer, voilà. Donc on a des discussions ensemble, des réunions, et dire bon ben voilà, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu as envie de faire comme costume, et puis moi j'essaie de proposer des maquillages. J'ai le sentiment que vous vous mettez dans la peau du personnage. Quand on entend votre témoignage, oui. Vous êtes la pâtissière vénitienne. Oui, complètement. Ah oui, et c'est une chance. Alors déjà, on confectionne un costume, on le crée, on donne naissance à un personnage, c'est pas rien. Étant maman, vous donnez naissance à vos enfants, mais là, en tant que costumière, vous donnez naissance à un costume qui n'existait pas auparavant. C'est fabuleux. Dominique, vous le vivez de la même façon aussi? Oui, bien sûr, et je pense surtout que lorsque les comédiens sentent qu'il y a cette implication forte, ça les aide aussi. Ils se disent que bon voilà, on prend du temps pour eux, on réfléchit, on a envie de donner le meilleur de nous pour créer ce personnage. Et c'est gratifiant et c'est un vrai travail d'équipe. C'est vraiment un travail d'équipe. Et c'est souvent qu'ils nous remercient parce que justement, ça les aide. Voilà, ça les aide énormément. Donc il y a le maquillage, il y a les costumes, et voici maintenant un autre professionnel du cinéma et de la mise en scène. Il s'agit du directeur photo. Et oui, c'est très important, la lumière, ça peut sublimer vos œuvres. Et je vous propose à présent de regarder un reportage sur la lumière et son importance dans une narration. Découverte. Je commence toujours à écrire mes pièces en ayant très clairement une vision à la fois donc de l'espace dans lequel ça va se jouer, mais aussi donc de la mise en scène. Et en ce sens, ça pourrait paraître ambitieux comme ça de vouloir signer à la fois le texte, la mise en scène et les décors. Pour moi, c'est plutôt un travail d'artisan, c'est-à-dire que tout d'un coup,
je raconte mon histoire avec les mots, mais aussi avec les espaces, mais aussi avec les patines et évidemment avec les acteurs. Donc tout au long des répétitions, bien évidemment que les lumières, la musique, l'atmosphère du spectacle est sans arrêt remaniée, bouleversée pour trouver ce qu'on cherche avec le plus de précision possible. Pour ce qui est de la lumière et des images, le travail de répétition, c'est un travail de bouleversement permanent. C'est ce qui fait que c'est vivant. La lumière sur un plateau, c'est super important. C'est super important. Ça apporte tout, en fait. C'est vraiment... On peut avoir le meilleur décor du monde, si on a une lumière de merde pour l'éclairer, ça n'ira pas. Et je vous propose d'accueillir tout de suite un professionnel directeur de la photographie, monsieur Julien Geoffrey est avec nous. Bienvenue Julien. Bonjour. Bienvenue Julien. Voici donc l'ensemble, j'allais dire, des acteurs principaux de l'ombre qui sont réunis sur le plateau, entre le maquillage, les costumes, l'éclairage qui change tout. On va entrer dans le vif du sujet avec un extrait ou quelques clichés d'un court-métrage, Avalanche. Vous allez nous dire ce que vous avez fait, parce que très clairement, on va voir qu'il y a une ambiance très particulière, et c'est vous le roi de l'ambiance. Dites-nous tout. D'abord, la construction de l'ambiance, en fait, elle se fait surtout sur beaucoup de discussions avec le réalisateur, ses intentions, qu'est-ce que raconte l'histoire. C'est vraiment le plus important, c'est d'aller chercher ça, en fait. C'est qu'est-ce qu'on doit raconter avant tout. Et en gros, ensuite, là, c'est un peu particulier parce que c'est quand même un film, c'est la Seconde Guerre mondiale, mais avec de la science-fiction. Donc, il y avait un enjeu très technique, déjà dans un premier temps, avec ce cube qui lévite. Il fallait qu'on puisse le faire en réel pour que ça puisse illuminer les comédiens, que ça puisse créer vraiment quelque chose sur place. Et ensuite, là, c'est plus un travail pour presque enlever de la lumière plutôt qu'en rajouter, parce que là, ce qu'on souhaite vraiment, c'est c'est diriger le regard en fait sur certaines parties de l'image, etc. Donc, et créer une ambiance très sombre, très comment dire, j'allais pas dire intime, mais oui, quelque chose de sombre et de très j'ai pas le mot. Non mais impressionnant, on se voit transporté dans l'époque en tout cas, hein, avec cette ambiance un peu sépia, il y a quelque chose vraiment qui transporte l'inconscient collectif. Alors votre rôle est fondamental et j'imagine que vous travaillez en parfaite confiance avec les réalisateurs qui vous connaissent parce que vous avez une patte finalement, c'est ça ce qui fait la différence ? Non, pas tellement parce qu'en fait, on doit s'adapter en fait à l'histoire. On doit s'adapter surtout à notre réal et ses intentions. On n'est pas là pour. Le travail du chef opérateur, c'est pas un travail d'ego à montrer que on peut éclairer ci, ça ou ça. On est vraiment là pour mettre en avant une histoire avant tout en fait. Donc oui, il y a une question de feeling forcément, mais le travail avec le réalisateur, il se fait vraiment sur les discussions, le scénario, qu'est-ce qu'il veut montrer, qu'est-ce qu'il veut, quelle ambiance, qu'est-ce qu'il veut faire ressentir avant tout en fait. On va voir maintenant une autre expérience, un autre exemple, cette fois-ci en vidéo, avec un visage qui va être éclairé de manière différente. Explication de votre part. Que se passe-t-il ? En fait, comment expliquer selon l'axe ou la façon dont on va éclairer un visage, par exemple, si vous l'éclairez d'en dessous, tout de suite, ça va rendre le sujet beaucoup plus, j'allais dire patibulaire, mais c'est peut-être un peu trop, mais on va le rendre plus flippant en fait si on l'éclaire d'en dessous que si on l'éclaire du dessus, que si on l'éclaire sur le côté. Par exemple, on a certaines règles qu'on respecte ou non, mais si on veut mettre avant une émotion très forte, par exemple, je sais pas, je fais un travelling sur une comédienne qui est en train de pleurer, je sais pas, un éclairage qui va être de 3/4 face sur son regard avec une petite tache ici par exemple, ça va nous diriger tout de suite vers le regard, vers la larme, vers quelque chose. En fait, vraiment, la façon dont on va éclairer, les angles qu'on va éclairer, c'est juste pour vraiment diriger vers où le regard du spectateur doit aller, quoi. Est-ce que vous vous intéressez aussi à la psychologie du personnage pour créer un éclairage adapté ? Oui, tout à fait, oui, c'est même primordial. Tout se passe dans le scénario, en fait. On recherche d'où vient le personnage, quels sont ses enjeux et quelles vont être ses actions tout le long du film. Après, ça se passe pas tellement sur l'éclairage, on va dire. L'éclairage, on va dire qu'on crée l'ambiance. Là, je pense que la psychologie du personnage, c'est plutôt sur les mouvements de caméra. C'est là que c'est le plus important, en fait. Parce qu'on va vraiment venir souligner, en fait, des petites choses juste à travers la grammaire, les mouvements, les focales qu'on utilise, etc., quoi.
Alors, à propos de l'évolution psychologique, vous avez œuvré bien sûr dans plusieurs réalisations, mais on peut faire ressentir dans un film une évolution, une transformation grâce à la lumière, tout au long d'une réalisation. Donc là, c'est une touche très progressive qui demande beaucoup de vigilance, j'imagine. Oui, tout à fait. Et bon, encore une fois, voilà, le chef opérateur n'est pas tout seul en fait à la manœuvre. C'est vraiment le metteur en scène qui va insuffler, on va dire, une direction, un cap, et c'est moi qui vais suivre ça avec lui en tandem pour justement accentuer ces évolutions ou non. Ouais. Alors, je vous propose de faire un point maintenant sur les œuvres des deux Mathilde. Attention, Mathilde, tenez, vous allez vous mettre ici, si vous voulez bien, de l'autre côté. Et attention, 3, 2, 1, c'est l'heure de la révélation. Vous allez donc nous montrer cette œuvre. Est-ce que, Mathilde, maquilleuse, vous avez eu le temps d'achever cette œuvre ou est-ce que le temps vous manque? Le principal a été fait, donc c'est parfait. Alors, le principal a été fait et vous allez le commenter et nous expliquer un petit peu comment vous avez réussi cette métamorphose. On va demander à votre modèle de se mettre bien ici en place. Et voici de très belles ailes, magnifique personnage qui prend toute son ampleur et son relief grâce à ce costume. Alors, Mathilde, nous vous écoutons. Alors du coup, pour les taches de vitiligo, il faut forcément s'inspirer de la réalité, c'est-à-dire qu'en général, les taches pigmentaires qui nous arrivent, c'est généralement plutôt aléatoire. Donc c'est ce que j'ai essayé de transfigurer sur le visage de Mathilde. C'est pas forcément perceptible de loin, mais en tout cas, j'ai essayé d'être assez délicate pour que ce soit le plus réaliste possible en tout cas. En tout cas, belle réalisation. On va demander l'avis des professionnels et puis l'avis du directeur photo, parce que là, il faudrait un éclairage très particulier pour sublimer ce maquillage. Oui, tout à fait. Alors moi, ce que je remarque surtout, c'est la subtilité justement du travail des taches qu'il y a sur sa joue gauche, par exemple. Et ça va être quelque chose que, à l'éclairage, oui, on va essayer de faire en sorte de le mettre un petit peu en avant pour que ce soit, en tout cas, vu et apprécié par le spectateur, quoi. Dominique, votre réaction, commentaire? Oui, tout à fait. Il faut faire toujours attention de ne pas en faire trop. Des fois, c'est un petit peu l'erreur que certaines maquilleuses peuvent faire. Et puis surtout, il faut être très très ami avec le directeur photo parce qu'il peut vraiment vous arranger, vous sublimer un maquillage comme il peut le détruire. Donc il faut être très très ami. Aline, votre réaction? Alors moi, je trouve que le maquillage sublime le costume. Vous êtes magnifique, franchement. Et ça me vient à l'idée, juste une petite citation, si je peux le dire. Mon corps est rempli d'une penderie dans laquelle sont accrochés tous les costumes de mes personnages. Merci. Eh bien, on peut vous applaudir et vous applaudir tous pour cette réalisation. Bravo et merci. Merci. On était ravis de vous avoir avec nous. Je vais vous demander un petit exercice facile. C'est un mot chacun pour résumer un petit peu tout ce qu'on vient de se dire. Ou alors un message très court chacun pour les étudiants, les étudiantes. On commence par vous, Aline. Très court. N'hésitez pas, allez-y. La motivation et la passion, le grain de folie, c'est tout. Parfait. Dominique. Votre métier. Choisissez ce métier parce que vous l'aimez. Et du côté du directeur photo qui est avec nous? Je dirais l'écoute et l'humilité. Eh bien voilà, ce sera donc ces mots qui vont nous permettre de conclure cette émission. Merci beaucoup, j'ai été très heureux de passer cette demi-heure de direct avec vous, réalisée entièrement, vous le savez, par les étudiantes et les étudiants de l'ESSEC l'Arfis, ici à Lyon, Villeurbanne. Oh, c'est une semaine de folie, Chaque année, on enchaîne les directs, chaque année, c'est une grosse pression, beaucoup d'émotions, mais énormément de satisfaction. Alors merci à vous de nous suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, vous pouvez liker, partager, il n'y a aucune limite. Parce que plus l'école sera connue, plus les élèves seront reconnus et plus nous défendrons nos métiers. Merci beaucoup, à bientôt, bonne fin de journée. Merci à tous. De l'écrit à l'écran. Je trouve que c'est vraiment intéressant de voir ces différents corps de métier qui doivent se coordonner afin de créer le personnage. Puis je trouve que c'est vraiment intéressant de voir un peu les coulisses de la préparation de ces personnages, parce que ça permet de voir vraiment sous le borgnole finalement. C'est le but de notre émission. J'espère que ces directs vous ont plu.
En tout cas, on se retrouve demain, même horaire, même réseau. Demain, on pourra parler du son et du montage, de sujets extrêmement intéressants aussi, vous allez voir. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux. Alors c'est simple, on est partout. On est sur Instagram, on est sur TikTok, on est sur Facebook, on est sur YouTube, on est sur Twitter. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre. On publie pas mal de contenu en ce moment. Donc n'hésitez pas à nous suivre, @soulborgnole l'émission. Voilà, c'est maintenant le moment de se dire au revoir, mais juste avant, je voudrais remercier tous ceux et celles qui ont permis la réalisation de cette émission. Merci à tous les étudiants et les étudiantes qui ont réalisé, conçu et tout travaillé sur les directs que vous avez pu voir. Et évidemment, merci à la direction de Les Éclions qui nous a permis de réaliser cet exercice. Et évidemment, merci à vous tous et à vous toutes qui a été présents ce soir. Et on se retrouve dès demain, 17h. Salut à tous!